Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui avec Coco Worker et sa fondatrice Faustine Durier pour apprivoiser l'intelligence émotionnelle. On va en parler avec elle dans quelques instants. Smart Philo avec le philosophe Luc de Brabander et ses bullet points, on en a tous entendu parler, sont des images pour faire passer des idées. On en parle avec lui dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH télétravail, il est entré dans les mœurs. Qu'est-ce que cela a changé pour les DRH? C'est un sujet évidemment important. Beaucoup de choses, on en parle dans quelques instants dans notre débat. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, vous êtes soignant et vous souhaitez travailler en libéral, eh bien c'est possible grâce à une plateforme, Medeslen. On en parlera avec son fondateur à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors là, le nom de notre rubrique est bien trouvé. On en parle avec Faustine Durier. Bonjour Faustine. Bonjour. Fondatrice de Coco Worker. Alors on est au cœur du sujet de bien dans son job. C'est le bien-être au travail. D'abord, quelques mots sur votre parcours, parce qu'on va parler de Coco Worker, de ce que vous avez mis en place pour travailler sur l'intelligence émotionnelle et le bien-être au travail. Comment on arrive à cela? Comment on arrive à créer Coco Worker? Alors effectivement, ça vient de mon parcours personnel puisque j'ai été consultante en conduite du changement chez AXA, c'est-à-dire que je devais donner envie aux personnes d'aller vers le changement, et notamment travailler ensemble, à distance, adopter de nouveaux outils collaboratifs, etc. Et en fait, j'avais constaté qu'il y avait un vrai désalignement, un décalage en fait entre les valeurs, entre les discours de changement et ce qui était véritablement considéré, reconnu au quotidien sur le terrain, et que ce décalage il générait une perte de sens, aussi bien auprès de mes collègues que de moi. Ça veut dire que vous-même, dans votre fonction de celle qui devait amener du sens, on vous regardait avec des gros yeux, on vous disait mais attends, ça marche pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque? En fait, là, c'était très simple. On me disait je vais pas prendre du temps pour me former à d'autres choses sur mon temps personnel, alors qu'en réalité, ce que j'apporte aujourd'hui, ce que je fais, n'est même pas considéré. Ce qui ressortait, c'était vraiment un manque de reconnaissance. Et derrière, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est avant tout un manque d'attention, de considération de son management, de ses collègues, et derrière, après, effectivement, un manque d'alignement sur des comportements vertueux qui sont réellement reconnus au quotidien. Alors, vous créez Coco Worker, qui est un nom qu'on retient, c'est très sympa. Outil de management qui forme à l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a tout un programme, et on va en parler avec vous. C'est quoi l'idée? C'est vous vous déplacez. Qu'est-ce que vous dites à un décideur, à un manager, à un DRH? J'ai lu que dans votre pitch, vous dites finalement, dans l'entreprise, on n'accorde pas assez de temps à l'humain. C'est du temps de perdu, l'humain. Oui, c'est vrai, c'est qu'on a parfois le sentiment que le temps... Enfin, déjà, l'humain est très chronophage, et le temps, c'est ce qui généralement manque à tout le monde, et encore plus aux managers. Ouais. En fait, ce qu'on rappelle dans notre discours, c'est que le travail a deux dimensions, une dimension opérationnelle et une dimension relationnelle, et pour autant, on ne prend pas assez de temps à développer et à entretenir cette relation. Et donc notre outil est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on va former les managers et les salariés à la compréhension des émotions qui sont à la source en fait de nos relations aux autres, et on va les entraîner à exprimer une attention positive et continue à l'autre. Et pour ça, on a cet outil qui invite chacun, via un rituel, à se partager des messages d'encouragement, de soutien, de remerciement et de pardon. Alors c'est le kiff. Alors ça s'appelait le kiff, mais en fait... C'est fini, c'est plus le kiff là. C'est plus vraiment... Avant c'était le kiff. Le kiff d'en recevoir quand même. Oui, parce que c'est quelqu'un qui sur vous dit elle est comme ça, ses soft skills sont comme ça, et c'est très valorisant finalement. Il y a derrière effectivement une notion de don, je suis reconnaissante de ça, et ça me fait plaisir parce que ça me valorise. En fait, aujourd'hui, on l'a élargi un peu parce qu'on intègre d'autres émotions. Je m'explique, en fait, un remerciement, un kiff, ça va activer la gratitude. Mais on veut aussi activer la compassion et l'admiration, qui vont se déclarer en disant bravo, en disant je te soutiens ou je te demande pardon. Et en fait, ces trois émotions-là, elles ont la particularité de nous attirer entre nous, de prévenir des conflits aussi, et de faire en sorte qu'on se sente beaucoup plus lié et appartenir à un groupe. Donc quand on va dans une entreprise où les gens disent excuse-moi, je fais attention à toi, on sait que Coco Worker est passé pas loin, quoi. J'espère que C'est ça un peu l'idée, c'est que vous distillez, vous instillez cette espèce d'énergie, quoi. Exactement, c'est une nouvelle habitude. Alors après, c'est souvent ce qu'on peut nous reprocher, on n'est pas là pour enlever la partie relationnelle et en direct. Ça, faut continuer à le faire. Malheureusement, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez. Mais en fait, ce qu'on propose, c'est une nouvelle habitude qui est en fait une formalisation d'un entraînement, d'une formation continue, si vous voulez. Quand je pratique cet outil-là, je développe mes compétences relationnelles. C'est marrant, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est des choses d'une évidence absolue qui sont marquées au coin du bon sens et qu'on réapprend aux salariés.
Parce qu'ils l'ont perdu au fil du temps, parce que l'entreprise ne s'intéresse pas à ces sujets. Alors, peut-être qu'on l'a effectivement perdu, mais c'est surtout que ça n'a jamais été aussi nécessaire avec, vous en parliez, le télétravail. En réalité, aujourd'hui, on va se croiser, on a besoin en fait de surinvestir la dimension relationnelle. D'autant plus qu'on l'a vu, c'est quelque chose qui se perd un peu plus au détriment du tout reporting, on passe notre vie en fait à rendre des comptes à certaines personnes. Le fameux feedback. Voilà, c'est ça. Et donc nous, notre idée, c'est plutôt de demander à chacun de prendre du temps pour les autres, pour prendre soin de ses relations. Un mot avant de parler de votre méthodologie, parce que ça c'est de la philosophie, puis ensuite vous mettez en place très concrètement une méthodologie avec des vidéos, avec un cheminement. On va en parler, mais le lien entre performance et bien-être, c'est-à-dire que vous dites à ces managers, tu perdras pas de temps à être un peu à l'écoute, à être sensible émotionnellement, et en plus, tu seras gagnant sur le plan de la production, de la qualité du travail? Absolument, parce qu'en fait, ce que on disait, c'est chronophage. Aujourd'hui, 30% du temps d'un manager, il est dédié à gérer des conflits. Donc, c'est de la prévention, tout simplement. En faisant ça, je vais entretenir des bonnes relations et on peut avoir le sentiment aussi que moi j'ai une ambiance de feu dans mon équipe, pourquoi j'aurais besoin de ça? La réalité c'est que les relations sont hyper fragiles, on a tendance à les entretenir très ponctuellement avec des séminaires, etc. Ouais. Tout ce qu'on demande, les team building. Voilà. Ouais. Et ça doit être continu en fait, et encore plus aujourd'hui. Donc ça veut dire quand même que pour les managers, parce que ça concerne quand même d'abord les managers, c'est un vrai travail sur eux-mêmes qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils ont déjà tout ça. Enfin, la condition du management, c'est quoi? C'est l'amour des autres et l'amour du service. Donc, en réalité, si vous le dites. Aujourd'hui, en tout cas, c'est compliqué de ne pas le faire, je pense. En tout cas, être un bon manager, c'est un peu ce qu'on lui demande. De pouvoir lui parler, de pouvoir avoir ce niveau de confiance qui fait qu'on est aussi OK pour avoir des feedbacks d'amélioration, pour se souder quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, etc. Alors, Faustine, la méthodologie, ça marche comment? Parce qu'on a envie de savoir comment ça fonctionne. Il y a un calendrier, des étapes à suivre, ça se passe sur une application. Comment ça marche? Effectivement, donc on va combiner pédagogie et mise en pratique, et ça se fait sur un programme d'1 an, où en fait on a un parcours tous les mois. Le manager va recevoir une capsule vidéo sur le management par les émotions, et les salariés vont recevoir une capsule vidéo sur les émotions générales. Pourquoi la colère, comment je la maîtrise, etc. C'est cette connaissance-là qui me fait mieux me comprendre, mieux me connaître, et être en capacité de mieux comprendre les autres aussi, les relations. Et à côté de ça, on couple avec de la pratique sur cet exercice de partage de paroles valorisantes. Alors, chacun reçoit ses vidéos, son programme qui a été validé par le COMEX. Et puis ensuite, il y a un échange, il y a un partage entre les salariés qui ont reçu la colère et puis le manager que vous guidez. Est-ce qu'il y a un moment où ils se parlent de cela? Absolument. En fait, ça dépend des managers. On peut aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, puisqu'on propose aussi des lives avec les managers pour échanger sur tous ces apprentissages-là, pour les accompagner, parce qu'on a certains qui ont plus de mal aussi à comprendre l'intérêt, très sincèrement, et donc on va les accompagner. Mais ils vous disent, mais attendez, je perds du temps avec votre truc. Voilà, mais ça peut arriver. En fait, on peut pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre cette réaction-là, parce qu'aujourd'hui, on leur demande avant tout de rendre des reportings et pas assez de prendre du temps avec leur équipe et pas assez d'être de bons managers sur ce point relationnel. Ouais. Donc, oui, c'est un peu en porte-à-faux, parce que d'un côté, il y a les obligations financières et de rentabilité, puis de l'autre côté, on leur dit qu'il faut aussi passer du temps. Donc, ils sont un peu tiraillés, ces pauvres managers. Et c'est pour ça que le fait d'avoir choisi cet outil-là, c'est une preuve. C'est une preuve pour le candidat qui va rejoindre une entreprise, qu'il va y avoir un management bienveillant qui est mis en place, et c'est une preuve pour le manager. En tout cas, il peut être accompagné, il a l'outil pour bien faire son travail. Là, pour l'instant, les entreprises, vos prospects et celles qui vous suivent déjà, c'est quel profil? On est plutôt dans la tech, on est plutôt dans les startups. Quelles sont les entreprises qui se disent aujourd'hui, c'est déterminant pour nous? Un peu toutes, en fait, très sincèrement. Ouais. Alors, on a historiquement des grands groupes, parce que vous l'aviez dit, moi je viens de chez AXA, et forcément il y a cette appétence de base et ce problème aussi de base de cloisonnement dans les équipes. Ces grosses entreprises. Voilà, on a du mal à se communiquer, à savoir qui fait quoi, etc. Donc ça, il y a cette sensibilité première avec les grands comptes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir des PME, de voir ce qu'on appelle des scale-up aussi, donc des startups qui grandissent très vite, qui ont des enjeux mais gigantesques en termes de management, et on l'a vu avec comme des balances ta startup, ça peut faire des ravages. Ça grossit trop vite et c'est ingérable. Exactement, et en fait c'est souvent des personnes qui n'ont pas été formées, qui grandissent avec l'entreprise. Donc là on est là pour leur apprendre à bien manager et pour leur demander de faire attention les uns envers les autres, tout simplement. Concrètement, vous disiez 30% du temps c'est gérer des conflits. Ça veut dire que concrètement, en bout de chaîne, le chef d'entreprise, le patron du COMEX, le CEO vous dit effectivement, on a réussi à réduire le nombre de conflits et donc à améliorer la qualité du travail. C'est un peu ça, finalement, la finalité. On va le retrouver, effectivement. On va avoir notre impact sur les enquêtes de satisfaction. En termes, nous, sur nos clients, c'est tout ce qui est proximité managériale. J'ai le sentiment d'être considéré, écouté par mon manager. C'est la base. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai envie de rester. Enfin, quand même, un départ sur 2, c'est lié à mon manager. Donc, ça va être vraiment lié satisfaction, bien-être. Et derrière, le manager pourra nous dire performance ou pas. Mais oui...
tout ça, ça reste quand même assez culturel et on le sait avec des feedbacks de satisfaction de nos clients. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Oui, parce que tout l'enjeu, pour terminer, c'est évidemment mesurer tout cela. C'est le ressenti des salariés. Vous avez anticipé avant Covid cette idée de Coco Worker, ou vous l'avez développée, transformée pendant le Covid? Parce que là aussi, ça a dû vous faire réfléchir à tout ce qui s'est passé, télétravail, travail atomisé. Alors, c'est quand même quelque chose que moi je défends depuis très longtemps, mais on va dire que c'est devenu essentiel après Covid. Et on s'est professionnalisé aussi pendant tous ces temps-là. En fait, vous avez profité de ce temps, bien sûr, on a travaillé avec un expert en intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'on s'appelle plus Kif non plus. Enfin voilà, on voulait que ce soit parlant pour tous. Et derrière, on sait l'expliquer et on sait accompagner encore mieux nos clients. Donc vous avez amélioré encore Coco Worker. Méfiez-vous, Coco Worker est là, et améliore le comportement tout simplement aussi des managers et la façon dont ils abordent leurs collaborateurs. Merci Faustine Durier d'être venue, fondatrice de Coco Worker, sur l'intelligence émotionnelle. On fait une rubrique de transition Smart Philo. Toutes les semaines, un philosophe vient nous faire partager et faire un pas de côté en quelque sorte sur le regard qu'il porte sur l'entreprise. Les bullet points, ça vous dit quelque chose? Bah oui, ça vous dit quelque chose. Ce sont ces dessins, ces schémas parfois un peu compliqués qu'on présente pendant des conférences. Eh bien, on en parle tout de suite avec Luc de Brabander. Smart et philo avec Luc de Brabander. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, Luc. Merci. Vous êtes philosophe d'entreprise. Vous avez accroché le mot entreprise à philosophe, comme quoi les deux peuvent se marier. Ah bah oui. Vous en êtes l'incarnation. Votre dernier livre, Petite philosophie des arguments fallacieux chez Erol. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu, alors avec quelques illustrations d'ailleurs pour appuyer votre développement, qui est le bullet point. Alors c'est un mot un peu barbare, qui sont ces graphiques, ces schémas qui accompagnent des présentations, des conférences, des grandes réunions. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de nous apporter ça? Parce que vous dites, ces images sont des idées en fait. Disons, j'ai 50 ans d'entreprise, j'ai vu tellement d'images vilaines, des tableaux incompréhensibles, des tableaux qu'on ne pouvait même pas lire au 4e rang. Je dis non, c'est important l'image. Oui, voilà. Et je suis né près d'où est né Magritte. Oui. Magritte, en Belgique. Et Magritte se définissait non pas comme un peintre qui pensait, mais comme un penseur qui fait de la peinture. Et ça m'a toujours très fort frappé. Et donc je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, il y a un mariage entre, Magritte. Et justement... Ceci n'est pas une pipe. Exactement. Et c'est deux messages très importants. On n'est pas avec PowerPoint face à la réalité, on est face à des simplifications de la réalité. Et les mots sont importants, parce que Magritte a introduit l'idée de mettre des mots sur des toiles. Sur les toiles, ce qui est révolutionnaire. Et je me suis dit, non, d'une pipe, Magritte peut être utile aux entreprises et tous les artistes, parce que les images peuvent être belles. Alors, il y a un livre qui s'appelait Est-ce que PowerPoint vous rend stupide? Non. Les gens sont stupides de mal utiliser PowerPoint, ce qui est l'inverse. D'ailleurs, parenthèse, on utilise parfois des PowerPoint pour se cacher un peu derrière sa présentation. On se dit, tiens, je vais balancer un PowerPoint, comme ça va les occuper. Vous dites, c'est quand même un outil nécessaire d'associer le langage, lorsqu'on s'exprime, avec un appui. On ne peut pas mettre du Magritte quand on fait une réunion financière de reporting. Non. Mais on peut se poser la question, quelle est l'image que je vais mettre pour faire passer mon message? J'ai un jour fait une conférence avec 2 PowerPoint, un pour le cerveau gauche, un pour le cerveau droit, en même temps. Donc il y a les chiffres, et c'est un peu sec, c'est pour le cerveau gauche, et par contre, il y a aussi des images qui inspirent comme Magritte. On doit utiliser tous les cerveaux à la fois. L'idée, c'est quoi? C'est de travailler sur 3 dimensions, en fait. Oui, exactement, et surtout d'en tirer le meilleur, parce que la personne qui regarde, elle n'a pas beaucoup de place. Elle va capter 2-3 petits trucs, donc autant faire une partie du travail pour lui ou pour elle, et donner l'essentiel. Moi, j'ai fait Polytechnique, et j'ai toujours été frappé comme un modèle mathématique simplifiait le monde. L'équation de Newton, elle est grande comme ça pour décrire l'univers. Eh bien, une caricature, c'est grand comme ça pour décrire quelqu'un. Et donc, tout ça se tient. Mais quel conseil vous donnez à ces décideurs qui, objectivement, lorsqu'ils font des levées de fonds, lorsqu'ils font des présentations extrêmement sensibles, évidemment, vont passer une nuit entière à vérifier le dernier tableau, qui, objectivement, sans méchanceté aucune à leur égard, est très bien, mais assez peu lu, finalement. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut montrer le tableau? Non, il faut convaincre des gens, et peut-être que pour convaincre, il ne faut pas du tout utiliser le tableau. Un plan de métro, c'est pas le métro. C'est quelque chose qui est fait pour que les gens comprennent plus vite. La cartographie mentale. La cartographie mentale. D'ailleurs, on a ce livre. Bon, alors, vous écrivez beaucoup. Combien de livres vous avez écrit? 40?
Non, 20. 20 Oui. Ouais, je mets 20, hein, vous avez vu, je commence à prendre l'accent. Ouais. Les philosophes dans le métro, Luc de Brabander et Annie Mikolasvak, Oui. qui est sorti aux éditions Le Pommier. Et à l'intérieur, on va peut-être voir cette animation, c'est la philosophie sous forme de plan de métro. Moi, je trouve ça génial. Disons, moi je donne cours de philo aux entreprises, On voit dans les écoles, on le voit. Ouais. Je donne cours de philo. Et comment passer de la philo en donnant faim, en intriguant, en rendant curieux. Et je ne trouvais pas la manière de faire le plan, parce que chronologique, c'est un peu rasoir. Ouais, là, on voit Popper, Berger, Sénèque. Mais par exemple, le langage qui est de la ligne verte ou la logique qui est de la ligne orange, eh bien, ces deux lignes se croisent. Wittgenstein, évidemment, qui était le logicien du langage. Et donc, puisqu'il n'y a pas moyen de faire un plan de philo, allons-y, faisons ça. Les gens sont intrigués, sont curieux, ils ont envie. Un prof de philo, il ne donne pas d'informations, il donne faim. Il ne transmet pas du savoir, il transmet sa passion. Et l'image, c'est royal pour transmettre des passions. Donc, le message du philosophe aujourd'hui, c'est de dire à quelqu'un qui peut parfois être un peu roboratif en présentation, transmets-nous ta passion et appuie-toi aussi sur des outils qui accompagnent cette passion. Exactement. Exactement, des chiffres, c'est sec. Il faut la personne derrière, la personne, ses idées, son audace, sa créativité. Il faut intriguer. Finalement, dans les présentations, on oublie quasi tout. Après un quart d'heure, après une demi-heure. À travers le tamis du temps. Mais voilà, qu'est-ce qu'on garde? Et justement, avec des images comme ça, il est possible de guider le souvenir qu'on va laisser. Ah oui, et voilà, ça suffit. Y a quoi? Il y a un rapport comme ça entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, entre le mal et le bien, entre ce qui est possible de faire ou pas, entre l'audace et je dirais la sécurité, parce qu'on voit bien dans les présentations, on en a tous vécu, subi pour le coup, voilà, subi. On voit l'audacieux et puis on voit celui qui n'ose pas, quoi. Mais qui est le plus efficace? L'audacieux. Ah ben voilà, on est bien d'accord. Et l'audace, c'est construire sur sa créativité. Il y a une liberté d'interprétation. J'étais président de l'Institut géographique national. J'oublierai jamais. Si vous aimez les cartes, donc? J'aime les cartes. Si vous avez au millième une rue avec 10 maisons, vous mettez 10 points. Si vous faites, par exemple, au 100 millième, vous avez un petit tiret. Eh bien, artificiellement, le géographe met 3 points. Parce que 3 points feront plus penser à 10 points qu'un trait, même si le trait est plus correct, entre guillemets. Sur le plan de l'échelle. Il y a une forme d'interprétation, il y a un traitement des images, c'est les règles de la communication. Alors, Luc de Brabander, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui qu'on peut avoir une forme de créativité presque artistique lorsqu'on nous dit, tiens, à 14h, tu auras la présentation de Jean-Pierre sur le bilan financier. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la création ou de l'intelligence. Il faut. Il faut absolument se poser la question, comment vais-je faire donner du plaisir, de la clarté? Le philosophe, c'est clarifier. Le métier de la philosophie, c'est la clarification. Il y a énormément de présentations qui ne sont pas claires. Et le philosophe dit non, si c'est pas clair, on ne retient pas. Il faut donc toujours un philosophe comme ça en backup, quand une présentation va arriver, vous arrivez derrière et vous dites à la personne, je suis désolé, c'est pas clair, on n'y comprend rien. Oui, mais je crois qu'il c'est vrai à la télé parfois aussi. Hein. Vous remarquerez, parfois c'est pas clair non plus. J'osais pas le dire. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je crois qu'un philosophe, il peut être utile partout. C'est un peu le regard extérieur, un peu divergent. Tiens, pourquoi, etc. C'est le questionnement. Je comprends pas. Ah ben oui, pourquoi, voilà. Donc Luc de Brabander, avant de nous quitter, il vous est donc arrivé dans votre expérience, dans ce rapport à l'entreprise, de pouvoir éviter la mauvaise présentation, de dire aux collaborateurs, aux managers, aux directeurs, franchement c'est une catastrophe ce que tu fais là. Ah ben oui. C'est ça, c'est votre boulot ça. Ah ben oui. Et ils nous sont très reconnaissants parce que c'est pas facile de faire des présentations. Non, c'est dur. Et donc on doit à la fois être celui qui présente et celui qui écoute en même temps. Bon, le philosophe peut être utile pour ce genre d'exercice. Un philosophe sert aussi à ça, à éviter des présentations soporifiques, sans intérêt, mal écrites. Oui, bien sûr. Luc de Brabander, c'est un plaisir de vous accueillir. Les philosophes dans le métro, Luc de Brabander, parce qu'on l'a utilisé cette animation pour le plan à l'intérieur que je trouve génial. Je vais essayer de savoir à quel philosophe je me rattache par rapport à l'endroit où j'habite dans Paris. Et puis votre dernier livre, Petite philosophie des arguments fallacieux. Erol, arguments fallacieux, c'est quoi ? Moi, c'est le mot un peu moderne pour dire sophisme. L'argument fallacieux, c'est la construction, le raisonnement qui a été délibérément piégé pour, je dirais, coincer l'adversaire. Donc pour nous manipuler en quelque sorte. Oui, on en reparlera bientôt d'ailleurs. Oui, la manipulation par les mots. Exactement. Et le sophisme, qui est le mot utilisé. Voilà, il y a les images, les concepts et les mots. C'est ça, des mots vides, mais qui sont tellement beaux à entendre.
Oui, mais bon, quel est le but qu'on poursuit aussi, hein? C'est un débat philosophique. Exactement. Merci Luc Dubrabander, merci, à très 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 bientôt pour une prochaine rubrique chronique de Smart Philo. On fait une courte pause, on va s'intéresser aux DRH. Alors là, au cœur du métier des DRH, percutés par le télétravail, comment leur métier a évolué, comment il s'est transformé. Sommes-nous en train d'assister, on le répète souvent, à une petite révolution du monde du travail, et les DRH, évidemment, sont en première ligne. On en parle dans notre débat, les invités sont là, on les accueille juste après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat, je vous présente mes invités dans quelques instants. On va s'intéresser au télétravail et à ses conséquences. J'ai lu dans la presse un article de l'Express où on nous disait que le télétravail était rentré dans les mœurs et qu'il fallait maintenant s'adapter à cette situation. On va en parler, ça a modifié les espaces de travail, évidemment, et la relation des salariés avec leur travail et avec leur DRH. Justement, qu'est-ce que ça change évidemment pour les DRH? Est-ce qu'elles sont obligées de faire des tableaux Excel très complexes de présence, de tableaux informatiques, parce que c'est une vraie question. Il y aura le Flex Office, évidemment, dont on va parler. C'est la révolution du travail et des espaces de travail, et on en parle avec mes invités. Caroline Diard, merci d'être avec nous, enseignante, chercheuse en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens. Vous avez mené une étude approfondie justement sur ces transformations pendant le Covid, on est d'accord? Pendant le confinement. Pendant le confinement, donc vous avez sondé les cœurs des salariés pour savoir comment ils étaient et qu'est-ce qu'ils attendaient finalement lorsqu'on sortirait de cette crise. On en sort, on en est sorti. Merci d'être avec nous. Ingrid Napi, merci de revenir sur le plateau, car vous êtes déjà venues toutes les deux sur le plateau. Professeur à l'ESSEC, titulaire de la chaire Workplace Management. Et vous aussi, vous avez fait une enquête approfondie sur, on va comparer peut-être vos chiffres, sur la relation des salariés à leurs espaces, parce que vous êtes extrêmement centré sur les espaces de travail, la manière dont on travaille et où on travaille, évidemment. Puis dans quelques instants, nous serons avec Virginie Achard. Vous vous connaissez toutes, parce que vous avez écrit des livres. Virginie Achard, enseignante, chercheuse et doyenne déléguée à l'EM Normandie. Je voudrais préciser que Caroline Diard a écrit 28 missions opérationnelles de GRH, qui est au cœur du sujet. C'est à vous que je pose la question, évidemment, en premier. Votre livre est assez concret. Vous dites qu'il y a 28 missions face auxquelles la DRH elle est confrontée à des nouvelles situations. Qu'est-ce qui a changé pour les DRH qui sont en poste, j'allais dire, en cette rentrée de septembre? Qu'est-ce qui a changé pour elles? Alors, ou pour eux? Énormément de choses ont changé. Les DRH ont été largement décriés pendant le confinement parce qu'ils devaient pallier au plus urgent pendant la crise, mettre en place des mesures de protection des collaborateurs, mettre en place le télétravail. Et on a eu l'idée justement de faire cette étude pour montrer que le service RH est au centre de l'entreprise et est au cœur de la relation managériale. On n'en a jamais autant parlé des DRH. C'est un métier qui a émergé même dans l'actualité quotidienne. Exactement. On a montré à quel point l'information, la formation, la communication est importante dans la perception d'une relation juste, équitable en situation de crise. Étant donné que les DRH se sont bien impliqués dans la mise en place de nouvelles pratiques, les salariés ont moins résisté au changement et ils ont mieux vécu finalement cette période de télétravail qui est une période de télétravail contraint et dégradé. Oui, parce qu'il y a cette période où tout le monde était obligé de rentrer chez lui avec les moyens du bord, en mettant sa chaise de bureau comme il pouvait, puis branchant l'ordinateur. Là, on est passé sur une autre étape, organisée et structurée. Ingrid Napi, je vous donne la parole, et puis on donnera la parole à Virginie Achard, mais vous êtes aussi très centré sur la façon dont on travaille. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution? Est-ce que, comme j'évoquais cet article de l'Express à découvrir, le télétravail est entré dans les mœurs et il va falloir que les DRH et que l'organisation s'adapte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce qu'on est encore sur un moment d'hésitation? C'est en effet complexe. Je pense qu'on est dans une révolution, en effet, une nouvelle révolution qui est liée à la crise sanitaire. Le télétravail de subi, maintenant il va être choisi. C'est actuellement cette époque que nous vivons. Mais on voit bien aussi qu'il s'accompagne d'un nouvel espace de travail qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir du télétravail et du flex. Or la question du flex n'est pas vous dites si déjà évidente. le flex, vous mettez les pieds dans le plat. Ah, j'ai dit le flex, il le fallait flex. pas le prononcer. Si, non, mais il faut C'est un prononcer, mot, mais c'est pas le mot que les salariés préfèrent, le flex. Bien juste, mais il est là le débat, il est là le problème, ou la question, c'est comment à la fois télétravailler et retrouver son bureau. Oui.
Mais retrouver son bureau, le sien, si je peux me permettre. Voilà, un bureau, un poste de travail attitré. Avec son petit mug et sa petite photo. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que le DRH, qui normalement gère les ressources humaines ou les richesses humaines, il y a un débat sur est en train de gérer aussi les ressources immobilières de l'entreprise indirectement. Quand j'évoquais le tableau Excel, c'était vraiment le tableau sur application en disant est-ce que Jean-Pierre sera bien au poste B1, est-ce que Gilles sera bien au B5. Enfin, mais il en est rendu à faire ça, le DRH, quoi. Oui, il faut qu'il parle avec le directeur immobilier. Et ça, c'est pas forcément évident. Oui, dans les grosses entreprises, quand il y a le directeur immobilier. Vous vouliez intervenir? Ça va nécessiter en fait une sorte d'agilité. Alors, agilité dans l'espace, là, c'est l'objet effectivement de vos travaux, mais agilité sur la relation managériale. Parce que travailler en mode hybride, ça veut dire effectivement travailler à la fois en présentiel et à distance. Alors, à distance, c'est à la maison, mais ça peut aussi être dans un espace qu'on appelle un tiers-lieu. Un tiers-lieu. Un espace de coworking. Absolument. Et ça doit être organisé. Et qui va organiser ça? Alors, effectivement, il y a des gens au niveau des services généraux, mais les DRH vont quand même être à nouveau en première ligne sur la négociation de guides pratiques, de notes de service, et puis, dans le meilleur des mondes, négociation d'accords qui permettront d'organiser ce rapport hybride au travail. Virginie Achard, vous n'allez pas dire le contraire parce que vous avez travaillé avec Caroline Diard et que vous connaissez toutes sur cette question de la révolution du travail et de la manière dont le DRH doit s'adapter. On est en train de basculer dans une autre manière à la fois de travailler et j'allais presque dire même de regarder son travail. Complètement, et il faut également prendre en compte la dimension individuelle, c'est-à-dire qu'on a constaté aussi dans nos études qu'il y a une différence de maturité dans l'approche du télétravail. Certains ont beaucoup télétravaillé, d'autres moins, et donc les DRH doivent aussi tenir compte de cette expérience personnelle du télétravail dans l'approche individuelle. Vous vouliez intervenir, Ingrid? Oui, je pense que le télétravail n'est pas vécu de la même façon par tout le monde. Que ce soit par les générations d'âge, que ce soit également par les CSP, par le sexe également. Oui. C'est un peu les travaux que nous avons menés dans le cadre de cette chaire. Les cadres, avec mon bureau post-Covid. Voilà. En fait, les cadres, ils étaient déjà... Vous avez commencé, oui. Ils avaient déjà un recul et ils ont les moyens de pouvoir télétravailler chez eux de manière très confortable. Et c'est pour ça que la question des tiers-lieux est intéressante. Mais en même temps, un tiers-lieu, c'est aussi un endroit de flex déguisé, puisqu'on n'a pas de poste de travail attribué. C'est vrai, mais plus assumé, si je peux me permettre. Alors que quand on est chez soi, il est attribué. Il est attribué. Et quand on est dans son entreprise, excusez-moi de le dire abruptement, on estime que l'entreprise nous doit un espace qui nous est dédié. Alors c'est pour ça que le tiers-lieu est une solution. C'est vrai, c'est vrai. À quel prix? À quel prix? On va venir sur la question des coûts, parce qu'il y a un vrai débat sur les indemnisations, sur le code du travail. Tout ça se met en place doucement. Oui, la solution, c'est le tiers-lieu? Vous qui avez observé cette... Alors, je ne dirais pas que la solution idéale, c'est le tiers-lieu. Je pense que la solution idéale, c'est la solution qui convient à une organisation. Donc, une organisation, c'est un collectif avec des personnes qui la composent. Et vous l'avez mentionné, effectivement, est-ce qu'on a des hommes, est-ce qu'on a des femmes, est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt jeunes, plutôt en fin de carrière, est-ce que c'est plutôt des cadres, etc. Et c'est à ça qu'il faudra s'adapter. Et dans notre étude, on a bien vu au niveau des répondants qu'il y a une distinction très claire entre ceux qui avaient déjà expérimenté le télétravail avant le confinement, ce qu'on appelle les experts, et puis ceux qui n'avaient pas expérimenté le télétravail après le confinement et qui sont plutôt les novices. 45%, on a quelques chiffres qui sont intéressants. Alors évidemment, il y a beaucoup de chiffres, les études ANDRH, il y a vos travaux. 45% des femmes ont plutôt bien vécu le télétravail contre 52% pour les hommes. Puisqu'on évoquait le distinguo homme-femme. Pour les femmes, on l'a vu, on l'a déjà dit, c'était plus dur pour certaines d'entre elles, seules parfois, devant tout faire. Ou seules ou devant gérer aussi les enfants. Exactement. C'était une crise, donc normalement les enfants sont censés être regardés. Sauf que les enfants n'étaient pas à l'école, rappelez-vous. Voilà, c'est parce que c'est la crise. Indépendamment de ça, ça demande aussi une certaine organisation. Ça demande des outils aussi informatiques, de la logistique, notamment je pense à des systèmes d'impression, etc. Donc le télétravail, oui, mais à quelle dose, ça va être ça le sujet. Et aussi à quel prix, on y reviendra, parce qu'il y a des revendications. Retrouver quoi au bureau Retrouver quoi au bureau? C'est vrai. Oui, parce que le télétravail a généré des inégalités. Les DRH doivent s'interroger sur ces inégalités, puisqu'on ne doit pas avoir d'inégalités dans une entreprise. Excusez-moi, Caroline, il y en a une évidente, il y a ceux qui sont postés et qui sortent des documents et qui sont dans la zone, je dirais, industrielle de l'entreprise, et puis il y a tous les cadres qui, eux, ne viennent pas dans l'entreprise. Donc il y a déjà une forme d'inégalité par le poste même. Il y a une distinction d'éligibilité, je n'irai pas jusqu'à dire inégalité, mais le télétravail a quand même créé, et notamment pendant le confinement, des inégalités hommes-femmes, on l'a vu, augmentation de la charge mentale pour les femmes
qui ont dû gérer la famille, les enfants, la cuisine, le ménage et un poste de travail. L'effet loupe du Covid. Voilà. Exactement. Ça a été, donc on a effectivement... alors j'ai conduit plusieurs études sur l'émergence des risques psychosociaux qu'on n'avait absolument pas anticipé avant. Donc des burn-out, des problématiques d'angoisse, de stress, du harcèlement. Des gens qui n'étaient pas harceleurs auparavant se sont révélés sous l'effet loupe de l'enfermement, du confinement, se sont révélés être des tournant en rond, déviantes. En voyant en permanence. Effectivement. Et on a une forme de contrôle qui est apparue, qui est contraire aux résultats qu'on avait menés d'ailleurs avec Virginie avant la crise, où on avait conclu à absence de contrôle et plutôt autocontrôle. Pendant la crise, on est plutôt sur du contrôle. On va parler des contraintes, et puis il y a quand même des débats juridiques qui sont sur le bureau des DRH, parce que les salariés, par la voix de syndicats d'ailleurs, puisque le dialogue social s'est emparé de cette question, avec une étude de la CGT assez passionnante sur les risques psychosociaux. Ils évoquaient ces débats. Juste d'un mot, Virginie, sur ce débat de clivage jeunes, cadres supérieurs plus vieux, hommes, femmes. Il y a un clivage social, il y a un clivage économique entre celui qui peut télétravailler puis celui qui n'y a pas droit, tout simplement parce qu'il ne peut pas, parce que son poste l'empêche de pouvoir travailler à distance. Alors oui, il y a un certain clivage au niveau des postes, des fonctions. Il est évident que certaines fonctions sont beaucoup plus propices au télétravail que d'autres. Donc effectivement, les fonctions des RH doivent aussi, si vous voulez, adapter les formes de télétravail au poste pour ne pas donc créer d'inéquité, comme disait Caroline, pour essayer effectivement d'avoir une certaine justice organisationnelle dans le traitement des salariés. Donc tous ces éléments-là doivent effectivement entrer en compte dans le dialogue social. Et certains, effectivement, autant ont bien vécu le télétravail, d'autres aussi peuvent l'avoir vécu de manière complètement contrainte. Et tout cela, donc tous ces éléments-là doivent effectivement rentrer dans le débat en entreprise. Ingrid, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voudrais rajouter, on entend souvent que le télétravail va devenir un outil pour les RH pour capter les jeunes talents. Oui. Là, je pense qu'il y a également un débat à avoir, c'est notamment, nous, ce qu'on a pu voir dans nos études, c'est que les plus jeunes, ont besoin d'être au bureau pour avoir un réseau, pour se créer un réseau social, pour se rencontrer. Or, ce qu'on peut entendre aussi de la part de certains DRH, c'est de dire si on offre plus de télétravail, ça va au contraire attirer des jeunes talents qui sont plus numérisés, etc. C'est ce qu'on dit. Si on le met dans la fiche recrutement 2 jours télétravaillables, est-ce que ça attire ou pas les talents ? Ça va être la question. C'est un élément de marque employeur. Bah oui, voilà. Mais c'est une question. Vous avez la réponse ? Parce que moi j'ai le sentiment, à travers les invités qu'on reçoit, que c'est quand même un élément de marque employeur. Oui, c'est un élément. Oui, mais alors justement, on le voit nous dans les résultats. Mais dans les résultats, on voit justement l'inverse, c'est que les jeunes veulent retourner au bureau, les jeunes veulent être au bureau pour avoir des réseaux professionnels, se faire des copains, connaître les gens dans l'entreprise. Ils viennent de sortir de l'école, il faut bien qu'ils rencontrent le secteur. Ils veulent prolonger ce qu'ils ont vécu sur les campus, c'est-à-dire avoir une vie sociale, une vie de groupe, ça, c'est très important. Qui évidemment s'est délitée avec le Covid. Sur le volet, je dirais, revendicatif. Sur la culture d'entreprise. Virginie, également. Allez-y. Oui. Elle est avec nous, Virginie, en direct. Oui. Oui. Je voulais rajouter également l'aspect culture d'entreprise, parce que on parle des jeunes effectivement qui veulent effectivement revenir en entreprise, mais on a aussi la problématique des nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, il faut les acculturer à l'entreprise, donc ils ont besoin d'être là aussi. Donc la problématique du télétravail, elle doit vraiment être contextualisée en fonction des profils, des postes, mais effectivement aussi de la politique d'entreprise dans l'acculturation des nouveaux entrants. Juste ce chiffre qui va nous amener à un autre chapitre intéressant, parce qu'il y a quand même un débat entre ce télétravail ultra contrôlé et puis ce télétravail, je dirais presque très horizontal, où le salarié retrouve une autonomie, un bien-être, le bonheur de ne pas être contrôlé. Il y a 84% des télétravailleurs qui se disent satisfaits selon cette étude de leur expérience, donc c'est quand même une très large majorité. Et puis quand on prend dans ce sondage Odoxa qui date de 2020, donc ou 2021, sur les Français et la qualité de vie au travail, il y a plusieurs items que vous avez évoqués. 96% veulent une meilleure réflexion sur l'équilibre vie perso, vie pro, essentiel. 89% sur le lien social, puisqu'on évoquait les jeunes, et 88% sur les risques de burn-out, 80% sur la formation et 80% sur le management à distance. Il y a quand même plusieurs sujets. Il y a à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et dans on cette n'évoque affaire. pas non plus l'espace de travail quand on retourne au bureau, parce que c'est forcément couplé, c'est ce qu'on appelle l'hybride. Ça veut dire que les entreprises ont déjà muté dans la façon dont... réfléchir, bien sûr. On est d'accord. On n'a pas encore muté.
C'est la raison pour laquelle, Caroline, probablement, on réduit les espaces. on réduit beaucoup les espaces, effectivement, mais on organise un travail qui est moitié-moitié. Donc, de temps en temps, on est sur place et on a un lien social, on n'est pas isolé. Et puis, on est aussi parfois à la maison et on évite du temps de transport. Une forme de bien-être. On est plus concentré. Donc, effectivement, dans un monde idéal, ce serait un monde hybride. C'est ça. Mais il est hybride d'ailleurs dans les accords qui ont été signés, c'est 2 jours, 3 jours. On a hybridé. Il y a Boursorama, puisqu'on l'évoquait hier, qui s'est mis en 100% télétravail, mais c'est une entreprise de service qui ne produit rien de particulier. Sur les revendications des salariés, le Code du travail. Alors on sort un tout petit peu du sujet, mais c'est important. Indemniser les salariés pour leurs dépenses liées au télétravail, le chauffage, le café, tous ces sujets très pratico-pratiques. L'entreprise et la DRH, là aussi, elle est en première ligne. On vient la voir, on lui dit, écoutez, tiers-lieu. C'est ça. C'est une solution, le tiers-lieu, puisque là... Une carte. Voilà, exactement. Oui. Mais voilà, mais tout le monde n'a pas envie d'aller travailler non plus en tiers-lieu, puisque le tiers-lieu, c'est un espace de coworking qui peut être parfois bruyant, alors que le salarié, quand il veut travailler chez lui, c'est pour se concentrer. En général. Et d'ailleurs, c'était intéressant, on ne l'a pas évoqué, mais pourquoi on retourne au bureau quand on a fait du télétravail? Est-ce que c'est pour se rencontrer ou c'est pour se concentrer? Pour se rencontrer. Non, justement. Non, on voit aussi que généralement, c'est surtout pour se concentrer. Parce qu'on travailler peut plus, ensemble. Oui. Pas forcément non plus toujours ensemble, c'est en tout cas pour avoir un espace de travail où on peut travailler et se concentrer. Et on voyait bien en fonction des CSP, pour les cadres dirigeants, c'est pour parler, se rencontrer. Pour les autres, c'est pour se concentrer enfin et avoir un moyen de travailler différemment qu'à la maison. Attendez, si je vous entends bien, ça veut dire que quand ils sont chez eux, ils ne peuvent pas se concentrer. C'est ce que vous dites. Vous l'avez évoqué vous-même en parlant de porosité entre le temps de travail et le temps personnel. Oui, non, l'idée, là, excusez-moi, dans les 96%, pour approfondir, c'est que ce sont des salariés, femmes ou hommes d'ailleurs, qui veulent trouver le juste équilibre. Pendant 20 ans, ils ont été cadres en faisant des heures. Et là, grâce au Covid, peut-être, ils ont découvert l'idée qu'ils pouvaient aussi prendre une demi-heure pour aller chercher leurs enfants à l'école. Ils pouvaient aussi trouver un cadre de vie plus confortable. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils envisageaient le lien vie pro, vie perso. Non? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une révolution. Après, ça a soulevé des cadres. Vous l'avez dit, ça a soulevé énormément de débats sur la question des frais. Bien sûr. Qui sont les frais professionnels. Après, la règle de droit, elle est simple. C'est tout euro que vous investissez dans le cadre de vos missions et pour votre travail et pour votre entreprise doit vous être remboursé sous forme d'une note de frais. C'est très simple en fait. Sur le papier, c'est très simple. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça peut créer effectivement des jalousies, des inégalités. Qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas? Alors l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, qui a été récemment publié là, au mois d'avril, donne des précisions. Mais c'est juste des précisions. D'où la nécessité pour les DRH d'engager le dialogue social, de négocier des accords sur ce sujet et de bien réfléchir à tout. Et effectivement, la notion de tiers-lieu est une solution parce qu'on ne parle plus de frais finalement. Mais, mesdames, vous qui, en tant que chercheuse, professeure, qui étudiez finalement ces environnements presque sociologiquement, les salariés en très grande majorité sont très contents, très satisfaits du télétravail. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres en face des managers et des patrons et des CEO? Est-ce qu'ils ont la même joie quand ils parlent du télétravail? Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous concernant, vous dites la majorité des salariés sont très contents. Moi j'ai un chiffre. Selon cette enquête-là, oui, mais il y a beaucoup d'enquêtes. Donc là, vous parlez de quelle enquête? Il y a tellement d'enquêtes. Donc il y a des enquêtes qui disent le contraire. Alors, si on est chercheur, on doit quand même bien regarder les sources, donc c'est intéressant. Donc il n'y a pas d'unanimisme sur... Non. D'accord. Vous avez une enquête qui est une enquête Caroline. très large, qui n'est pas une enquête conduite par des académiques, de la recherche. Après, on sent les chercheuses là. Globalement, sur la recherche, il y a plusieurs choses qui ressortent et on travaille sur ce qu'on appelle du longitudinal. D'accord. Donc les résultats qu'on avait avant, pendant et après ne sont pas les mêmes. Donc là, vous avez un instant T, une étude effectivement qui est sur plusieurs milliers de personnes. Donc ça donne une idée, ça donne une photographie effectivement d'une aptitude de la population à télétravailler et d'une ouverture sur le sujet. Après, si on creuse un peu, effectivement, on voit que les salariés vont déclarer des formes d'isolement, du stress, de l'inquiétude. Et là, pour on a la proportion. On est sur un second degré, donc on peut dire oui, ils sont contents de télétravailler, mais donc voilà, tout ça c'est toujours à nuancer. Et les études, c'est vrai que là il y a encore des nouvelles études qui sortent, les chiffres changent parce que là on est en train de maintenant expérimenter un retour en présentiel avec liberté des entreprises, 2 jours
à la maison. Donc on a une évolution en fait de la perception. Nous, dans notre étude, on a travaillé sur cette perception. On referait la même étude hors confinement, on aurait probablement aussi c'est vrai, d'autres contexte résultats. différent, hors période de crise, non subi. Voilà, non subi, on n'est pas dans une tempête émotionnelle, on est reposé, on avance comme d'habitude. Néanmoins, dans la proportion que vous évoquez, ce pourcentage de personnes insatisfaites du télétravail est plus importante que ceux qui sont satisfaits quand vous mettez toutes les études bout à bout. Ou est-ce qu'on n'a quand même pas une majorité de salariés qui disent moi, le télétravail, ça a plutôt été pas mal? Je pense que ça a ouvert les yeux à la fois aux télétravailleurs qui étaient réticents et aux entreprises qui n'en avaient pas la culture, comme l'a dit Virginie. C'est clair. Donc ça a ouvert de nouvelles perspectives. Et le terme satisfait, insatisfait est peut-être pas forcément approprié pour le coup. Parce que quand vous rejoignez une entreprise, vous avez un contrat de travail, il y a un lien de subordination. Ah bah oui, avec le manager. Donc vous acceptez que vous soyez satisfait ou pas, vous acceptez vos conditions de travail. On les accepte, on les critique et on s'adapte. Et on s'adapte. Les enquêtes qu'on a menées, c'était sur le télétravail subi en période de confinement. On n'a encore aujourd'hui aucun recul sur le télétravail post-confinement. Oui. Le télétravail actuellement a raison de 1 jour ou 2 jours. Donc, C'est le travail on ne hybride, peut pas de nouvelles les deux études choses. à... Si on veut vraiment rester... Donc on ne peut pas les vous me redonnez un rendez-vous dans 6 mois, en fait, Voilà, Ingrid Napi. C'est de me dire que dans 6 mois, on aura un recul sur le télétravail, je dirais, hors tempête. Voilà. Et surtout le télétravail associé, parce que je voyais la vie du bureau du passé. Non, le télétravail, c'est forcément associé. C'est une partie et c'est associé aux espaces de travail qu'on va occuper dans l'entreprise. Virginie Achard, c'est une question philosophique, mais ça va permettre aussi à mes 2 invités en plateau d'y réfléchir. Est-ce que c'est finalement la fin du travail telle qu'on l'a connue avant Covid? Parce que même dans la relation de subordination, du droit du travail, du temps de travail, de la manière dont j'ai envie de travailler, après tout, si j'ai envie de travailler de 22h jusqu'à 4h du matin parce que je suis au calme et parce que je suis heureux... Et je vais à la plage. Et qu'est-ce qui m'en empêche? Et si je veux aller à la plage à 16h parce qu'il fait beau et que la mer est chaude? Enfin, où est le problème? Vous dites ça, c'est complètement... Je pense que c'est une vraie révolution dans effectivement la façon de travailler et d'aborder sa vie au travail. Vous dites ça, mais effectivement maintenant dans les entreprises, il y a des télétravailleurs qui peuvent être géographiquement extrêmement loin, hein, donc qui ne viennent pas forcément très régulièrement donc, dans l'entreprise. Donc ça, ce sont aussi de nouvelles formes de télétravail, hein, ce qu'on pourrait appeler le télétravail de l'extrême, donc avec des salariés peu présents dans l'entreprise, mais néanmoins qui appartiennent au personnel. Donc, je pense qu'effectivement, on est en train de vivre une révolution du travail et de ses formes. Comme l'ont dit mes collègues, eh bien, on va voir effectivement émerger de nouvelles formes hybrides où le télétravail pourra effectivement être tout ou partie du temps de travail. Donc ça, ce sera effectivement intéressant. Donc le code du travail devra, Virginie, le code du travail va devoir s'adapter. Enfin, permettez-moi, mais on n'est plus dans le travail. Le code du travail est quand même issu du monde ouvrier des usines. Mais ça bouge, les lignes ont bougé déjà. D'accord. Oui. Ça dépend si on est en révolution ou pas, ou si c'est une crise. Ah, même le mot révolution, vous me le contestez. Vous êtes une contestatrice, Ingrid Napi, sur ce plateau. Il vaut mieux, non? Vous contestez même le mot révolution, alors que vous avez introduit notre débat en disant qu'effectivement... On est dans une révolution du bureau, et pas du télétravail. C'est une évolution. Donc vous n'êtes pas... Évolution, voilà. Non, moi, je n'ai jamais parlé de révolution. J'ai toujours dit c'est une évolution. Le télétravail, ça existe quand même depuis début des années 90. L'évolution, donc là, c'est on tout le monde, évolue. là. Voilà. Enfin, il s'est quand même généralisé pendant une période contrainte où les salariés l'ont découvert. On voit aussi les travers du télétravail. Oui, bien sûr. Il y a un temps d'ajustement. Isolement, burn-out. Voilà, et là on en parle de plus en plus aussi, donc il faut attendre que ça se stabilise. Mesdames les chercheuses et professeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos étudiantes et étudiants? Parce que vous avez ces débats-là avec vos étudiantes, ceux qui vont être sur le marché du travail dans 1, 2, 3 ans. Ils vous disent, mais nous c'est le télétravail, nous c'est l'hybride. Comment ils regardent cette société qui se dessine devant eux? En tout cas, ils sont contents de revenir sur nos campus, je pense que c'est généralisé. Déjà l'idée de... Ils sont contents de se retrouver dans les cafétérias, de se retrouver... Mais ça c'est parce qu'il y a la sociabilité étudiante. Qui est là pour un étudiant qui est de faire un cours sur Zoom ou autre, non. Ça c'est terminé, invivable. pratiquement. Mais le questionnement qui est émergent chez les étudiants, c'est le contrôle. C'est les questions que moi j'ai en retour. On a été à distance, on nous a contrôlés, on ne nous a pas contrôlés, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est-à-dire que eux, jeunes adultes, futurs managers,
vont devenir soit des gens sous contrôle, soit des gens qui vont contrôler ou pas. Mais la relation, finalement, elle est à construire, à co-construire. C'est un sujet de débat qu'on pourrait réouvrir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On a besoin des managers, parce que quand j'entends des salariés, mais donc vous souriez, mais il y a des salariés qui disent mais je suis en autonomie, je gère mon poste exactement, j'ai une productivité supérieure. Oui, mais alors est-ce que j'ai besoin d'être contrôlé? Je suis toujours surprise qu'on reste très français, en fait, très franco-français, ou en tout cas peut-être propre à la région francilienne, mais aujourd'hui on est dans une concurrence quand même globale, internationale. Mondiale, bien sûr. Ça se passe pas comme ça dans les pays asiatiques, donc c'est pas notre culture non plus, si je m'autorise à la structure éducative. Aux États-Unis, où on revient au travail, donc à un moment donné, faut ouvrir un peu l'horizon et regarder ce qui se passe dans les autres pays. Non, c'est intéressant ce que vous dites. On est un peu dans un doux rêve, quoi. Bah voilà. Et la concurrence tertiaire, elle existe, elle est là, elle est à prendre en compte. C'est donc, tout à fait à un moment donné, les entreprises, notamment les grands groupes, soit des banques, des groupes industriels, ils sont globaux aujourd'hui, ils sont internationaux. Donc la pratique du télétravail, et ils voient ailleurs. Entre Nantes et Paris, excusez-moi, c'est typiquement français. Ouais. On ouvre. Ouais, on ouvre, c'est intéressant. On lève la caméra et on va dans le monde. Donc c'est un doux rêve, quoi, de se dire, après tout, ce monde du télétravail est idéal. Ou alors on y va doucement, mais sûrement. Il y a des avantages et des bénéfices qui ont été mis en exergue pendant le confinement, mais aussi beaucoup d'inconvénients et de risques qui n'étaient pas apparus avant. Qu'on a évoqué. Et notamment le problème de la délocalisation. Parce qu'avant, les gens disaient oui, moi je suis très qualifié et finalement on ne peut pas me remplacer. On peut se faire concurrencer par quelqu'un d'Allemagne, de Pologne, de plus loin et d'Asie. Un enseignant-chercheur qui serait à Berlin, il fait le même cours que je vais faire à Amiens ou à Paris. Juste un petit problème de droit du travail. Il peut me concurrencer, voilà, exactement. On en revient, vous voyez, au problème du droit. Oui. Voilà, il faut que le droit, parce que sinon c'est impossible. Nous avons un carcan en France qui est effectivement le droit, mais après c'est aussi une protection. C'est vrai, ça non, mais il y a un débat ouvert sur l'épaisseur de ce code du travail, mais son volet protecteur. Virginie Achard, j'aimerais avoir votre point de vue, vous êtes plus loin parce que vous n'êtes pas en plateau, mais ce débat est passionnant parce qu'on a comme ça des idées reçues, une sorte de passion du télétravail, et puis là, je suis un peu douché, moi, en plateau. Là, je me dis, bon, je regarde plus le sujet de la même manière. Vous aussi, vous êtes plus prudente sur ce télétravail, espèce de doux rêve, où, comme ça, il n'y a plus de manager, on fait un peu ce qu'on veut, on prend le train, on revient, on vit à Tenerife, on repart. Non, je serais quand même mesurée. Avec Caroline, on a eu un élément qui est apparu dans nos études, c'est aussi la notion de confiance, si vous voulez. C'est que le télétravail ne fonctionne aussi que avec une confiance induite entre le manager et le manager. Et ça, elle n'est pas, si vous voulez, innée, elle n'existe pas tout de suite. Donc, il faut la créer. Il y a le temps d'avoir travaillé ensemble, en équipe, etc. Donc, le télétravail n'est pas en soi aussi évident que cela. Et la relation manager-manager, c'est celle qu'il faut effectivement, sur laquelle il faut insister. C'est celle qui est la plus riche, mais qui va conditionner la forme de télétravail selon nos travaux. Merci Virginie, vous allez revenir dans 6 mois, Ingrid Nappi, pour contester tous nos titres, dire que non, c'est pas vrai, on s'est trompé, ou pour savoir tout simplement si ce télétravail est entré réellement dans les mœurs et comment finalement nous nous sommes adaptés, et je pense aux entreprises, notamment aux grands groupes, parce que vous ouvrez un débat intéressant sur comment ça se passe ailleurs dans le monde, est-ce qu'on rentre au travail ou est-ce qu'on est parti sur ce mode finalement très franco-français. J'ai oublié de présenter votre livre, Ingrid Nappi, Révolution de bureau. Ce livre, justement, revient sur toutes ces évolutions. On a parlé du flex office et de toutes les autres possibilités des tiers-lieux. On en parlera d'ailleurs dans quelques semaines de ces tiers-lieux. Je remercie évidemment Caroline Diard, enseignante-chercheuse. Je remercie Ingrid Nappi, qui est professeure à l'ESSEC. Caroline Diard, je n'ai pas présenté tout à l'heure prévention des risques psychosociaux et des accidents du travail, mais vous l'avez présenté vous-même en évoquant ce travail. Et puis les 28 missions opérationnelles de GRH chez Duno. Et le précédent était chez Maxima. Merci Virginie Achard d'être venue sur notre plateau. Vous avez mené une étude approfondie sur justement ce télétravail en période de confinement, et je sais que vous reviendrez physiquement nous parler dans 6 mois. Tiens, on se donne rendez-vous dans 6 mois pour savoir concrètement comment a évolué ce télétravail. Est-ce qu'il est toujours aussi bien vécu ou mal vécu par les salariés? Enseignante-chercheuse et doyenne déléguée à l'EM Normandie. Merci mesdames d'être venues me rendre visite dans Smart Job, c'est un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, qui est la dernière rubrique de notre émission. On s'intéresse aux soignants. Alors on en a beaucoup parlé pendant le Covid, des soignants souvent du service public ou de cliniques privées, salariés, mais s'ils devenaient finalement profession libérale, c'est possible, on en parle tout de suite.
Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on s'intéresse à un sujet, alors à une profession dont on a beaucoup parlé pendant la période Covid. Les soignants, ils ont été applaudis, pas tout le temps d'ailleurs, pas très longtemps, mais ils ont été applaudis pour la mission et évidemment ce qu'ils ont fait pendant cette période. C'est une profession qui est en train d'évoluer, envie de changer peut-être du cadre. Beaucoup sont fonctionnaires, puis certains se disent, tiens, après ce Covid douloureux, et si je changeais peut-être pas de métier, mais d'environnement. On en parle avec Thomas Gendron. Bonjour Thomas. Santé. Vous êtes le CEO de Medels, Tout à fait. Médical Autre. Exactement. C'est ça le jeu de mots de votre entreprise. Créée il y a 5 ans, c'est une start-up. Alors, il y avait d'un côté, il y a 5 ans, l'idée que quand on était libéral, on pouvait faire quelques missions, peut-être pour agrémenter, compléter dans les hôpitaux. Et puis après le Covid, là, vous avez aujourd'hui, dans votre entreprise, vous êtes une plateforme, des soignants fonctionnaires qui n'en peuvent plus et qui s'inscrivent et qui veulent passer dans le libéral. C'est bien ça? Qui veulent avoir plus d'indépendance. En effet, les dernières stats montrent qu'il y a 40% des soignants actuellement qui souhaitent un changement de métier. C'est un peu moins dur qu'un changement de métier radical, c'est plutôt une évolution dans leur métier et du coup ils veulent aller vers le libéral pour avoir plus d'indépendance. Confort, dans un confort de vie? Oui, un confort de vie, pouvoir être maître de leur planning et pouvoir vraiment gérer cela comme ils le souhaitent. Ce qui implique aussi moins d'administratifs, parce qu'il y a énormément d'administratifs dans le secteur hospitalier. Oui. Et pouvoir se concentrer sur la gestion de leurs patients et pas de la gestion de tâches administratives. Et pour ça, ils se tournent vers le libéral. Concrètement, vous, cette idée, elle naît il y a 5 ans, et bien avant d'ailleurs, parce qu'elle est créée il y a 5 ans, mais vous avez déjà en gestation cette idée. Qu'est-ce que vous aviez senti, qu'est-ce que vous aviez anticipé il y a 5 ans, en imaginant Medels? En fait, il y a 5 ans, on était vraiment, nous, on a au départ créé cette plateforme pour aider le marché du remplacement, où le gros... combler des trous, quoi. Ouais, combler des trous. La vraie hallucination qu'on a eue, c'est qu'on a vu que le secteur de la santé, encore plus il y a 5 ans, avait 10 ans de retard sur l'échelle du numérique. Et on s'est retrouvé à la faculté de médecine à avoir un panneau de remplacement où tout était fait sur des affichages avec papier. Des épingles. Exactement. Et du coup, c'était les cabinets médicaux qui imprimaient ça de leur cabinet, qui envoyaient ça au bureau des élèves et qui devaient l'imprimer. Et du coup, il y avait des panneaux d'affichage qui étaient là depuis 6 mois et qui n'avaient toujours pas été changés. Donc on s'est dit, on va digitaliser ça. D'accord. Et ça, c'est le début, ça. Ça, c'est le début. Voilà. Donc, de la préhistoire au numérique. Voilà, on a fait, du coup, on en a fait une plateforme. Et suite à cela, on a vu que les libéraux étaient vraiment une population qui était pas assez prise en considération et qui avait un gros besoin et qui était en plus en forte évolution. On est sur une croissance énorme du libéral. Il y avait 75 000 infirmiers libéraux en 2009. On est passé à 140 000 là cette année et la croissance continue d'augmenter. Infirmières d'ailleurs. Oui, infirmiers ou infirmières. Majorité de femmes, je crois. Majoritaire femmes, oui, 80%. Oui, c'est ça. Donc là, vous découvrez qu'il y a une sorte de tentation de Venise dans cette profession, du côté libéral vers d'autres activités, toujours dans le domaine médical. Et puis j'imagine que le Covid a tellement épuisé cette profession dans le service public, dans les hôpitaux, que certains viennent et disent, moi je voudrais plus partir, créer mon cabinet. C'est ça, c'est un croisement en fait, ça se croise là. Oui, c'est ça. En fait, ils veulent garder toujours une diversification d'activités. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois pouvoir garder du travail dans une structure hospitalière parce qu'ils aiment bien ces missions-là, ils aiment bien soigner les patients, mais ils aimeraient bien aussi avoir une activité dans une clinique, pouvoir travailler dans des entreprises privées pour pouvoir, pourquoi pas, changer les choses. Beaucoup ont travaillé dans les centres de vaccination aussi dernièrement pour des missions qui sont aussi un petit peu mieux rémunérées que la partie hospitalière. Oui, j'allais vous le demander. Il y a aussi un besoin de complément de revenus parce que c'est vrai qu'il y a eu des revendications. Ils ont d'ailleurs été en partie honorés avec une augmentation de salaire pour les soignants et les infirmières, mais c'est pas suffisant. Il y a un désir quand même d'améliorer le pouvoir d'achat, en fait, d'avoir un deuxième job. Comment elles font d'ailleurs techniquement quand on a une journée de travail à l'hôpital? On peut refaire une mission le lendemain, ailleurs, le week-end? Comment ça se passe? Alors quand elles sont à l'hôpital, elles sont obligées de travailler au sein de l'hôpital ou au sein du groupement hospitalier, du coup avec leur contrat de fonctionnaire ou de salariat. Bien sûr. Mais donc elles n'ont pas le droit d'avoir des missions annexes dans des hôpitaux, dans des cliniques ou autres structures. Par contre, en se mettant en libéral, nous ce qu'on leur a permis, c'est justement pouvoir cumuler les deux et à la fois travailler dans le public, dans le privé ou même autre secteur. C'est très intéressant, donc c'est-à-dire qu'elles gardent leur statut de fonctionnaire? Non. Elles perdent leur statut de fonctionnaire. Oui, donc dès lors qu'elles basculent dans l'univers libéral, elles deviennent indépendantes, travailleurs indépendants, et elles perdent leur statut de fonctionnaire. C'est un statut libéral. Donc là, vous avez beaucoup aujourd'hui de soignants qui quittent, je dirais, la sécurité de l'emploi pour cette aventure de libéral?
Oui, on a énormément. Nous, on se concentre là pour l'instant sur les infirmiers et les médecins généralistes. Rien que le mois dernier, on en a rentré 500 nouveaux sur le mois. Et là, on en accompagne actuellement 3000 tous les jours. Où on propose des missions sur... Donc, il y en a 500 qui ont raccroché la blouse de l'hôpital public et de leur statut de fonctionnaire. Oui. C'est énorme. Et l'argument, j'imagine que vous échangez avec eux. Alors, c'est une plateforme, donc vous ne les avez pas forcément toujours mais comment ils justifient cette bascule? Pour plusieurs choses. Il y avait ils ont en effet énormément donné pendant la phase de Covid. Il y a eu un manque de considération sur la deuxième vague. Il n'y a pas eu une rémunération à la hauteur de leurs efforts. De leurs espérances et des efforts. Il y a un sous-effectif important dans les structures hospitalières qui entraîne vraiment du coup un stress très fort de travail du coup pour toutes les missions qu'ils ont à l'hôpital. Et ils avaient envie de pouvoir avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et pour ça, le libéral répondait à leurs attentes. Juste un mot, je suis infirmière. Comment je fais là? Si j'ai envie de changer de monde, je suis infirmière à l'AP-HP, j'en peux plus. Comment je fais? Je vais sur votre site, je m'inscris, je fais une fiche, je donne mes compétences. Comment ça marche? Oui, du coup, vous avez juste à venir sur notre site, vous allez inscrire l'ensemble de vos informations et ils vont être contactés par l'une des personnes de nos équipes qu'on appelle des agents qui vont pouvoir accompagner ce soignant-là dans toutes ces démarches pour pouvoir passer en libéral. Changer de statut donc. Et changer de statut et puis après, du coup, à partir de ce moment-là, recevoir des missions via notre plateforme. Donc ensuite, la plateforme va orienter cette nouvelle libérale à trouver des missions ponctuelles. C'est des contrats longs. Comment ça se passe? On intègre un cabinet dans un remplacement? C'est des missions à la journée, du coup, où tout se fait via la plateforme. Nous, on va lui créer un profil qui va lui permettre d'avoir un vrai descriptif de son parcours professionnel. Et on va directement l'accompagner de A à Z. C'est-à-dire qu'elle va recevoir des missions qui correspondent à son profil, à ses attentes, à ses disponibilités. Et après ça, on va générer le contrat de prestation entre le soignant et l'établissement. Et on va générer après une facture si la mission s'est bien passée. Et puis son paiement sous 48 heures. Excusez-moi, c'est quoi? Une forme d'agence d'intérim aussi finalement qui gère le contrat de travail, qui édite le salaire. Vous êtes aussi une agence de placement de soignants en fait. On est une agence de placement de soignants. La différence avec l'intérim, c'est que nous, on n'est pas sur des formats du coup de salariat ou de CDD ou CDI. Mais statut libéral. Donc elles gardent leur indépendance. Enfin, nos soignants gardent leur indépendance, gardent leur vraiment diversification d'activités où elles peuvent être à leur compte et avoir des missions ponctuelles aussi en parallèle. Et ça permet du coup aux établissements de santé de leur apporter une nouvelle vague de soignants qu'ils n'avaient pas aujourd'hui avec l'intérim, parce qu'on est vraiment sur un autre type de profil. Et avec des qualités de soignants importantes, c'est des gens qui quittent l'hôpital, qui ont un très bon niveau de soins, j'imagine. Qu'on a différents types de soignants, en effet, on a certains qui quittent l'hôpital, donc en effet, qui ont un très bon niveau de soins, ou d'autres aussi qui sont à leur compte, donc qui sont en libéral et qui ont aussi un très bon niveau de soins, mais qui va être différent. Oui, c'est pas le même soin. Ils ont aussi une grande autonomie et une vraie logique de gestion d'une structure, d'entreprise et de responsabilité qui est aussi très bien valorisée par les établissements de santé. Ce sont des entrepreneurs aussi. Exactement. Parce qu'ils gèrent effectivement une petite entreprise et ils font des milliers de kilomètres, faut-il le rappeler. Exactement, et nous on les aide justement à faire en sorte de s'occuper de leurs patients et pas gérer tout le reste qui est trouver des missions ou gérer l'administratif. Toute la lourdeur, ils peuvent se concentrer sur le soin. C'est très clair, Thomas Gendron. Et ça cartonne, puisqu'il y a de plus en plus, vous le dites, qui sont des chiffres assez hallucinants de médecins fonctionnaires, enfin qui avaient la sécurité, qui préfèrent la quitter pour la liberté. Oui. Merci d'être venu sur le plateau, Thomas Gendron, CEO de MEDELS, qui est le jeu de mots médecine autre. Médical autre, c'est ça? Une autre vision du médical. Une autre vision du médical. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Hector à la réalisation aujourd'hui. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette émission. C'était un vrai plaisir. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.